Voilà, et donc moi je suis donc Olivier S, donc je travaille chez IBM à Montpellier, et j'ai rejoint donc les équipes d'IBM sur le quantique, ça fait maintenant un an. Et donc l'objectif de cette présentation est de vous présenter un petit peu le sujet du quantique et de l'ordinateur quantique et quels usages on peut espérer à moyen terme dans différents domaines d'industrie, en particulier dans le domaine du médical. Juste quelques mots effectivement d'introduction. Vous savez donc le concept effectivement de l'ordinateur quantique s'appuie sur les théories fondamentales de la mécanique quantique, donc introduites fin 19e, début 20e. Je passe sur tout l'historique, les discussions, je dirais, fondamentales sur les sujets du quantique et l'indéterminisme quantique qu'apporte la mécanique quantique. Et en particulier avec un concept fondamental qui est introduit par Louis de Broglie en 1924, qui est la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire finalement dans la matière, une onde physique ou une onde de matière, c'est finalement le même comportement. Et ça, c'est la base, la genèse de la mécanique quantique. Pardon, plus proche encore ? Comme ça, oui. Et donc ça, c'est vraiment la genèse de la mécanique quantique. J'ai mis ici quelques grands rappels sur les grandes étapes, je dirais, historiques de la mécanique quantique. Juste pour information, 1935, c'est le paradoxe, je dirais, qu'introduit Einstein avec deux collègues, son Podolsky et Rosen, sur le fait que la mécanique quantique ne peut pas être interprétée comme elle l'est. Einstein était très opposé au concept même d'indéterminisme quantique. Et puis ensuite, effectivement, un peu plus tard, dans les années 70, il y a un physicien très connu qui s'appelle Richard Feynman, qui dit, mais finalement, la théorie de la mécanique quantique peut avoir un usage dans l'informatique quantique. Et donc, la théorie de l'information quantique va débuter dans les années 70 avec la création, on va y revenir dans quelques instants, du qubit, qui est l'équivalent du bit classique, mais appliqué dans le domaine de la mécanique quantique. Ensuite, quelques grandes étapes, effectivement, je vais aller relativement rapidement, effectivement. Le premier formalisme d'IBM sur c'est quoi une machine quantique, parce qu'on verra que conceptuellement, c'est assez compliqué, c'est assez, je dirais, dérangeant d'un point de vue intellectuel, et donc on a voulu formaliser le critère même de c'est quoi l'informatique quantique. Et donc ça, vous voyez, c'est assez récent, c'est dans les années 2000 par un chercheur d'IBM aux États-Unis qui a conceptualisé c'est quoi le concept même d'informatique quantique. Et puis côté IBM, la première brique de base est en 2007, qui est donc le qubit, on va redire, le qubit, c'est l'équivalent quantique d'un bit. Et donc premier qubit qu'IBM a été capable donc de modéliser et d'industrialiser date de 2007. On verra que ce sont des qubits dits transmon, donc supraconducteurs, avec tous les effets induits. Et point important, on y reviendra dans quelques instants, en 2016, IBM a annoncé dans le cloud la mise à disposition d'une première brique de base, je dirais hardware, plus un environnement logiciel permettant réellement de commencer à faire des choses autour du quantique. Donc voilà un petit peu la genèse et les grandes étapes de la mécanique quantique. Alors, avant de parler de qubit et contenu, un point important, c'est finalement à quoi ça sert. Pourquoi finalement mettre tant de mal, tant d'énergie à vouloir concevoir une machine quantique alors qu'on a des machines classiques qui vont très bien. L'idée est celle-ci. En mathématiques, on a l'habitude, en général, de classer les problèmes en deux grandes familles. Les problèmes qu'on appelle polynomiaux, ou easy, enfin simples, et des problèmes NP complexes, des problèmes complexes, des problèmes compliqués. Un problème simple, finalement, quand je double la taille d'un problème, comme celui-ci, je double la complexité algorithmique. J'ai un problème de taille n, je prends un problème 2 fois plus gros, la complexité algorithmique pour le traiter est finalement 2 fois plus compliquée. Donc finalement, la complexité, elle est linéaire, elle est en fait polynomiale avec la taille du problème. Et ça, finalement, cette croissance à peu près régulière de la complexité algorithmique versus la taille des problèmes, ça va assez bien avec l'augmentation de puissance d'informatique classique. De l'autre côté, on a tous les problèmes qui sont exponentiels, c'est-à-dire quand je vais doubler la taille de mon problème, je prends une molécule 2 fois plus grosse, alors la complexité numérique pour traiter le problème va être 4 fois, 8 fois, 10 fois, 100 fois plus compliquée. Et c'est exactement dans cette gamme de familles que les machines quantiques ont un sens. Ce qui veut dire en filigrane que une machine quantique n'a pas pour objectif de remplacer toutes les machines qu'on connaît, tous les data centers, tous les serveurs habituels, mais c'est vraiment d'adresser donc des classes de problèmes qui sont dans cette gamme-là, donc des problèmes dits exponentiels. D'accord ? Ça, c'est le premier point à garder.
Alors vous me direz, ok, j'ai bien compris, mais attends, c'est quoi ces gammes de problèmes-là? Alors je vous ai, pour illustrer, par des exemples très très simples, hein, quelques exemples, je dirais, de problèmes NP ou NP complexes. Le premier, qui est assez amusant, que je donne souvent, c'est le problème de la table de mariage. Vous invitez à un mariage, à un anniversaire, 100 personnes. Le problème qui est comment je répartis 10 personnes sur 10 tables. D'accord? Donc, c'est purement un problème de combinatoire. En maths, répartir 10 personnes sur 10 tables, c'est un factoriel, donc c'est factoriel 10. Factoriel 10, c'est environ 3 millions de combinaisons. Bon, très bien. C'est un nom comme ça. Mais finalement, j'ai un peu plus d'invités, j'ai 144 convives, d'accord? Donc en gros, 50% de plus que 100. Et donc dans ce cas-là, mon nombre de combinaisons, c'est 12 factoriels. Donc 12 factoriels, c'est environ 479 millions de combinaisons, d'accord? Donc passant de 100 à 144 convives, je passe d'un problème avec 3 millions de combinatoires à un problème à environ 500 millions de combinatoires. C'est exactement ça, un problème exponentiel. Et dans le cas ultime, j'invite, je dirais, mariage princier, j'invite 2500 personnes, donc 50 personnes à répartir sur 50 tables. C'est ce chiffre-là qui est un nombre gigantesque. D'accord? Donc retenez, c'est vraiment ça, des problèmes NP ou NP complexes. Donc, oui, donc des problèmes qui sont relativement faciles à formuler, mais dont la complexité algorithmique est extrêmement importante. Un autre exemple bien connu, c'est celui donc du voyageur de commerce. Le problème qui se pose, c'est je souhaite visiter 15 villes. Chaque ville est distante de sa voisine par kilométrage. Et la question que je vous pose, c'est comment je parcours mes 15 villes pour minimiser la distance parcourue. Problème relativement simple. Ben ça aussi, d'un point de vue mathématique, c'est 15 factoriels. 15 factoriels, c'est ce nombre-là. Donc c'est 1000 milliards de possibilités. Donc il y a 1000 milliards de chemins possibles pour parcourir 15 villes. Un autre problème d'optimisation un peu différent, c'est celui-ci, le problème du sac à dos. Problème très simple, vous avez un sac à dos dont la charge maximum c'est 15 kg. Je vous demande ensuite de transporter un certain nombre de briques, chaque brique ayant un poids et une valeur. Et la question que je vous pose, c'est comment je maximise le remplissage du sac pour maximiser la valeur marchande du sac. D'accord? Donc en gros, j'ai deux variables, le poids d'un côté, la valeur unitaire de la brique, et comment j'optimise tout ça. Ça aussi, d'un point de vue mathématique, c'est une combinatoire exponentielle. D'accord? Donc ces problèmes-là, si effectivement, je n'ai pas 5 briques, mais 10, 100 ou 1000 briques, et si j'ai non pas un, mais 2 sacs à dos, la complexité algorithmique, elle est exponentielle. Un problème un peu plus scientifique, c'est celui de l'optimisation moléculaire. C'est effectivement, on sait que tout système moléculaire atomique va tendre vers un état de moindre énergie. Donc la question, c'est comment je minimise l'énergie d'un tel système. D'accord? Et donc ce problème-là, lui aussi, il est exponentiel. Il varie comme en gros N5, c'est-à-dire effectivement, quand je vais doubler la taille de mon problème, le temps de calcul sera 1000 fois supérieur. Aujourd'hui, retenez que ce sont ce qu'on appelle ab initio, donc calcul exact, on ne sait résoudre qu'un problème avec 60 électrons. C'est tout petit. Donc on est très 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 loin d'une molécule ou d'une macromolécule. Et donc le point, c'est que donc, les machines quantiques, demain, devraient permettre d'adresser facilement ces problèmes-là. Dernier exemple, j'en dirai pas 2 mots, mais à garder en tête, c'est celui qui est extrêmement important en jeu, qui est celui de la cryptographie. C'est-à-dire, pour une machine, pour un ordinateur classique, faire le produit de 2 nombres, c'est relativement simple. C'est même extrêmement simple. N'importe quelle calculette, n'importe quel téléphone dirait, fait ça très bien. Le contraire est compliqué. Je vous donne un nombre compliqué. Quel est le produit PQ tel que ce nombre-là est égal à P fois Q? Ben, cette combinatoire-là aussi, elle est extrêmement importante et elle est effectivement éligible à du quantique. Okay? Donc voilà quelques exemples, je dirais, d'application du quantique. Juste en synthèse, quels sont les grands domaines, je dirais, industriels dans lesquels des problèmes tels qu'évoqués sont éligibles? Bon, il y a bien sûr tous les problèmes de sciences des matériaux, tous les problèmes de chimie, il y a bien sûr beaucoup de problèmes dans le domaine du bancaire d'optimisation de portefeuille, il y a énormément de problèmes dans l'énergie, dans le transport, dans tout ce qui est logistique. On commence à avoir de plus en plus des problèmes dans la santé, essentiellement dans celui effectivement du drug design en bon français et la modélisation de certaines molécules. Et puis bien sûr, on l'a un peu évoqué, dans le domaine de la crypto. Un sujet aussi un petit peu en filigrane qui apparaît, c'est tout le problème de l'IA et du big data, dans lequel les machines quantiques auront une capacité d'apprentissage infiniment supérieure à des machines classiques.
Donc voilà, ça c'était un peu l'intro, qui veut dire, en gros, à quoi ça sert et à quel besoin l'informatique quantique va répondre. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur sur, finalement, comment ça marche. Alors, je vais rester très, très haut niveau, hein. Rassurez-vous. Alors, point important, c'est essentiel à comprendre. À gauche, vous avez la première machine binaire qui a été construite en 1944, d'accord. Donc c'est la première machine, je dirais, avec des tubes, qui a vraiment un fonctionnement binaire 0-1. À droite, vous avez le prémisse d'une première machine quantique, on verra dans quelques instants, qui est une machine, effectivement, quantique. Et le point important, c'est que finalement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est la construction d'une théorie de l'information quantique, exactement comme dans les années 1944, on a développé une théorie de l'information classique. D'accord ? Donc, point important, c'est que là, on repart de zéro, on conçoit une nouvelle théorie de l'information, d'accord ? Exactement comme on l'a fait ici. Mais donc, l'informatique quantique, c'est pas l'amélioration de l'existant, c'est pas un processeur plus rapide, c'est pas quelque chose qui est mieux que l'existant, c'est réellement une nouvelle théorie complète qu'on est en train de développer. D'accord ? Alors, juste 2 mots pour vous faire comprendre un peu tout ça. On connaît tout ça relativement bien. L'informatique classique, en gros, c'est du 0 et des 1. D'accord ? Donc, les fameux bits qui valent 0 ou 1. Et à partir de là, on a construit, effectivement, une théorie d'information classique basée sur des mots, des bits. D'accord ? dont ici, effectivement, quelques-unes des caractéristiques, c'est qu'un bit vaut 0 ou 1. Quand je mesure l'état d'un bit, je ne modifie pas le comportement du bit. Je peux recopier un bit ailleurs. Et bien sûr, point important, on va y revenir, les bits n'interagissent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, la valeur du bit numéro 4, si je le mesure, n'a aucune influence sur la valeur du bit numéro 1. D'accord ? Donc en gros, chaque bit vit sa vie indépendamment du voisin. Évidemment, vous avez bien compris que tout ça, en mécanique quantique, c'est plus vrai. D'accord ? Donc en quelques mots, la mécanique quantique a introduit donc 2 concepts, et là j'en dirais vraiment très très peu de choses, pour faire comprendre que ce sont 2 idées fondamentales. Retenez ça, parce que ça c'est l'idée. C'est donc la notion de superposition et d'intrication. Donc là on est vraiment très très loin effectivement dans le concept. La superposition veut dire c'est quoi ? Un bit classique, il vaut 0 ou 1, très simple. En mécanique quantique, un état est par définition indéterminé. D'accord ? Donc mon bit quantique, mon qubit, il vaut 0 ou 1, ou n'importe quoi entre 0 et 1. Et je ne sais pas quelle valeur il a. D'accord ? Donc en gros, il est dans un état dit superposé. Donc il peut prendre en théorie une infinité d'états entre 0 et 1. Donc déjà, on peut dire, bon. Mais c'est comme ça. Hein ? Alors, et l'autre point, c'est l'intrication. L'intrication, c'est encore plus étrange. En mécanique classique, j'ai 2 bits, un à droite, un à gauche. Je mesure le bit à droite, d'accord ? Je ne peux pas pour autant présager la valeur du contenu du bit à gauche, d'accord ? Donc les bits sont indépendants. En physique, ce qu'on appelle la théorie de la localité, la mesure à droite n'impacte pas ce qui se passe à gauche. Vous avez compris où je veux en venir ? C'est évidemment plus vrai en mécanique quantique. Des bits, dirais, intriqués, d'accord ? Interagissent. Donc vous avez n bits intriqués, mesurer un qubit révèle l'état de tout le système. Méditez, d'accord ? Je vous laisse quelques minutes parce qu'effectivement, il faut que ça diffuse. Bon, j'en dirai pas plus. Mais le monde quantique se comporte comme ça. C'est pas une invention, c'est pas, je dirais, mais le monde quantique, fondamentalement, se comporte comme ça. Donc le monde quantique intriqué. Et ça, ce point-là, effectivement, a l'avantage qui est que... Ah, pardon. Et les... C'est la certitude quantique qui passe à travers. Pardon. C'est mieux comme ça, oui ? Voilà. D'accord, pardon. Ok, pardon. Ok. Donc voilà les 2 grandes théories fondamentales que sont superposition et intrication, qui vont permettre effectivement la conception, non pas d'un bit classique, mais d'un qubit. D'accord ? Je n'irai pas plus loin aujourd'hui, parce que ça nous met à trop loin, mais retenez que ces concepts-là sont fondamentaux et c'est des choses qui sont mesurées. On a mesuré des états intriqués, on a mesuré des états superposés en mécanique quantique. D'accord ? Et c'est ça, cette théorie d'information dont je vous parlais dans les années 70, de dire, finalement, ces 2 concepts-là, superposition et intrication, ont un vrai intérêt dans la conception d'une théorie d'information quantique. OK ?
Alors après, c'est très simple. Maintenant, vous avez tous les éléments pour faire des qubits. Il suffit, après, de les concevoir. D'accord ? Alors nous, IBM, on a commencé à travailler sur des systèmes à 2 qubits, connectés par un bus. Puis après, sur des systèmes à 3 qubits, connectés avec 2 bus, et ainsi de suite. Donc vous avez compris l'idée. Et aujourd'hui, on a un système donc, à 20 et 50 qubits. D'accord ? Donc, ce sont des systèmes qui sont opérationnels, donc ce qui veut dire qu'on sait maîtriser physiquement la superposition et l'intrication, on sait le graver d'un point de vue technologique, et on sait concevoir une machine avec 3 niveaux de cote qui va fonctionner dans un état 20 ou 50 qubits superposés et intriqués. D'accord ? En pratique, le qubit, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des alliages d'aluminium, d'oxyde d'aluminium, dans lequel on va effectivement être capable donc d'exciter les états de l'aluminium et mettre le système dans l'état 0,1 dans des conditions un petit peu particulières, on va y revenir. D'accord ? Retenez que ça, en gros, en très très gros, mes collègues me hurleraient, mais retenez en gros où on en est. Alors maintenant, vous avez compris la théorie. Vous savez donc concevoir un qubit, il suffit de concevoir une machine. Donc c'est extrêmement simple. Il suffit effectivement de dire mes qubits, d'accord, je les mets sur appelons ça un chip, d'accord, donc là j'en mets 16. Et évidemment, ça pose quelques problèmes. Il faut que tout ça se soit refroidi à 0 Kelvin, d'accord, donc à moins 213 degrés Celsius, d'accord. Donc ce petit système-là, on le met dans une électronique quantique. En pratique, ils sont ici, d'accord, uniquement pour être écrantés, pour éviter donc tous les effets d'interférence avec l'extérieur. Et l'ensemble de ces 4 plateaux, à nouveau entre 10-3 Kelvin et 2 Kelvin, c'est refroidi dans ce qu'on appelle un ballon d'eau chaude à 0 Kelvin, où l'ensemble des états sont à ce moment-là exhibés, et il y a un état d'aluminium tel que gravé dans des conditions 0 Kelvin, devient, je dirais, quantique, donc avec superposition et intrication. D'accord ? Donc c'est ça finalement le concept de base. Et quand vous avez maîtrisé tout ça, eh bien, il vous suffit maintenant de dire voilà une machine quantique. Donc finalement, c'est assez décevant. Hein. Donc finalement, voilà à quoi ça ressemble. Donc tout ça pour ça. Et ça, donc, c'est un système qubit à 16 qubits. On a une machine un peu plus grosse qui tourne aux US, mais retenez que toute l'intelligence, je dirais, de l'informatique quantique, ça se résume à ça, avec à l'intérieur mes 16, mes 20, mes 50 qubits, refroidis à 0 Kelvin, et avec tous les problèmes que ça pose, et aujourd'hui, je n'en dirai rien. OK ? Alors, bon, on a vu maintenant assez rapidement, je vous l'avoue, la partie hardware. Qu'est-ce qu'on veut en faire, d'accord ? Alors ça, c'est un petit peu la vision donc plus IBM. Aujourd'hui, nous, IBM, on est dans la phase dite Quantum Ready. C'est-à-dire, en gros, on a aujourd'hui une maîtrise technologique qui nous permet de concevoir des machines à 16, 20 et 50 qubits. On verra dans quelques instants, tout un environnement qui va permettre de développer, de programmer de telles machines. On verra que c'est pas simple, mais ça existe. Et nous, ce qu'on estime, c'est qu'aujourd'hui, notre maîtrise de la techno est suffisante pour être capable de dire qu'à horizon 3 ans, 4 ans, on va être capable de démontrer que certains algorithmes, je dirais, sur certains types de projets, sont plus performants sur des machines quantiques qu'ils ne sont sur des machines classiques. D'accord ? C'est ce que nous on appelle le quantum advantage. En gros, être capable de démontrer qu'à 3 ans, 4 ans, on va être capable de démontrer l'accélération du quantique versus des machines traditionnelles. C'est un peu notre roadmap, j'en dirai rien de plus, mais retenez que c'est l'idée. Et juste un petit point, je dirais, pour enfoncer le clou. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a 50 qubits. Bon, 50 qubits, c'est inférieur en termes de performance à n'importe quelle machine classique. N'importe quelle machine classique fait mieux que 50 qubits. Par contre, le point extrêmement intéressant, c'est que quand on va passer de 50 à 51 qubits, le comportement est en 2 puissance n. C'est-à-dire, en gros, rajouter un qubit double immédiatement la performance du système. Donc, en gros, mon ballon d'eau chaude que j'ai vu, quand je serai capable de dire il y a plus 50 qubits, mais 51 qubits ou 52 qubits, je vais, dans le même volume, dans le même empattement, doubler, quadrupler la performance du système. Retenez qu'aujourd'hui, on est à 50 qubits, on a une roadmap pour faire plus, et qu'aujourd'hui, on estime que 2 puissance 200, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. D'accord ? Donc finalement, quand on sera aujourd'hui à horizon 50, 100, 150 qubits, on aura des systèmes infiniment plus performants que des machines classiques aujourd'hui. Il y a plein d'autres problèmes qui vont intervenir. Hein.
Mais point intéressant, c'est que dans le même volume, je dirais, sur le même chip, quand je vais rajouter un qubit à mes 50 qubits existants, je double immédiatement la performance du système. À ISO consommation, à ISO volume, donc c'est vraiment la même machine, mais 2 fois plus puissante, uniquement par l'ajout d'un qubit. OK ? Alors, on a vu le hardware, donc maintenant vous avez tous les secrets pour vous-même concevoir une telle machine. Voyons un peu comment ça se programme. C'est pas simple, je vous l'avoue. On a mis dans le cloud un environnement qui s'appelle IBM Quantum Experience, qui est un environnement de développement complet permettant d'accéder des machines qubits, des machines quantiques, pardon, et de les programmer. Donc cet environnement-là, en gros, c'est un environnement donc de cours en ligne, d'environnement de programmation, d'outils graphiques pour l'utilisation. Et surtout, effectivement, ce qu'on appelle ce KISS-Kit, qui est finalement l'interface graphique qui va permettre de programmer une machine quantique. Alors là aussi, j'en dirai 2 mots. Vous avez ici une machine quantique à 5 qubits, donc vous avez ici les 5 qubits, d'accord ? Et vous voulez la programmer en y appliquant des opérateurs, que sont des petites boxes de couleurs différentes. En fait, chaque opérateur étant derrière un opérateur mathématique de la mécanique quantique, et en gros, on va manipuler mes fameux qubits en leur appliquant des portes logiques et en créant un circuit logique. D'accord ? Donc finalement, aujourd'hui, une programmation quantique, ça ressemble à ça. OK ? C'est un petit peu violent, mais c'est comme ça. Ça demande un petit peu de doigté, mais retenez que ça ressemble exactement à ça. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui permet donc de programmer, de mettre les qubits dans des états différents, et finalement donc créer ce qu'on appelle donc des circuits quantiques, qui sont finalement les briques de base d'algorithmes qui demain vont être utilisés dans des problèmes plus profonds. Et alors, point intéressant, c'est que tout cet environnement-là, il est tout à fait disponible dans le cloud. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dégoûté de ma présentation, ou pas encore dégoûté, vous avez la possibilité de vous créer un compte sur ce qu'on appelle IBM Quantum Experience. Vous créez un compte, ça prend quelques minutes, et donc d'accéder gratuitement, effectivement, à la fois des machines quantiques, aujourd'hui donc un 5 qubits, un environnement de développement pour finalement se faire la main. Et on verra qu'il y a une très grosse volonté côté IBM de créer une communauté d'usage sur le quantique, avec essentiellement, en travaillant avec le monde académique, privé, pour faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, pour être capable demain d'adresser le sujet. Et précisément, effectivement, ça c'est un peu la volonté, ce qu'on appelle dans le jargon IBM, le IBM Q Network, que sont finalement comment on va faire monter en compétence le sujet et quels sont les acteurs intéressés. On a annoncé en 2017, fin 2017, un ensemble donc de partenariats stratégiques avec à la fois des grands groupes, donc vous retrouvez ici effectivement quelques boîtes comme donc JP Morgan, Samsung, Daimler, JSR, qui sont des boîtes qui se disent effectivement, moi dans mon industrie, effectivement, je suis convaincu d'avoir des problèmes NP complexes tels que présentés, et je suis convaincu que dans 3 ans, il faut que je sois présent. Donc ces boîtes-là ont établi avec IBM un partenariat pour être capable donc d'anticiper effectivement la roadmap du quantique et être capable donc d'anticiper effectivement les besoins de puissance à horizon 3 ans, 5 ans. On a aussi une très grosse activité effectivement avec le monde des startups. On a en France et en Europe une très grosse activité avec le monde académique, universitaire, pour dire effectivement programmer une machine quantique c'est compliqué. Très clairement, donc c'est plutôt des physiciens, c'est plutôt des gens qui ont ce profil-là, et donc on est en train donc, de créer un écosystème donc, de sachants. On est en train donc de créer des filières effectivement universitaires pour être capable donc demain d'avoir un écosystème de personnes qui seront capables d'utiliser et de programmer ces machines-là. D'accord ? Et donc c'est une grosse activité qu'on a en France, en particulier sur le quantique. Et plus récemment, effectivement, quelques annonces récentes donc de grandes universités aux États-Unis, l'une à Porto, qui a rejoint, je dirais, le réseau IBM quantique, précisément pour, je dirais, continuer à faire croître l'ensemble des sujets. Juste pour finir, je crois, quelques exemples sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment. Donc, je vous parlais donc de cette IBM Quantum Experience dans le cloud. Donc chacun d'entre vous, à nouveau, peut se créer un compte et accéder à la machine. Et aujourd'hui, vous avez accès. Donc, de toute façon, tout est ouvert et gratuit dans le cloud. Donc
à l'ensemble des outils que je présentais dans quelques instants, donc ce fameux Qiskit qui est cet environnement de programmation, et surtout donc l'accès à ces machines ARM, qui sont des machines, je dirais, 5 et 7 qubits dans le cloud. Donc si vous souhaitez commencer à regarder, vous former, jouer, entre guillemets, avec des machines qubits, des machines quantiques, eh ben c'est très facile. Il vous suffit d'accéder à cet environnement-là et réellement, je dirais, ça peut être fait en une demi-heure, de commencer réellement à programmer des petits circuits quantiques. Dans le cas d'une transaction commerciale avec IBM, si vous souhaitez après effectivement aller au-delà, commencer à travailler sur des systèmes plus mûrs, plus gros en termes de capacité, donc typiquement 20 et 50 qubits, il y a bien sûr les capacités donc d'accéder à des machines chez nous, qui sont aux US et bientôt en Europe, pour réellement, effectivement, et tous les clients que je mentionnais sont là pour ça, commencer réellement à faire des choses, à développer des algorithmes dans différents domaines pour créer, effectivement, ce que seront demain les programmes quantiques dans différentes industries. Mais retenez que ça, c'est vraiment gratuit et que toute personne aujourd'hui intéressée par le quantique peut librement se former et monter en compétence au travers d'IBM Quantum Experience.